Monsieur Jean-Luc Depape, secrétaire général adjoint de l'Union académique internationale, Monsieur le haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Messieurs les co-directeurs du projet Fontes Historia Africanae pour l'Europe et pour l'Afrique, Monsieur Sylvester Trnovec pour l'Europe et Monsieur Mohamed Diagatier pour l'Afrique. Chers participants, chers invités, au nom de l'Académie des sciences, des lettres et des arts Beit el-Hekma, je vous souhaite la bienvenue. Et voudrais vous dire combien nous sommes honorés d'abriter et d'organiser cette rencontre sur les sources de l'histoire africaine en coopération avec l'Union académique internationale. Carthage qui vous accueille et la Tunisie, comme vient de le rappeler monsieur, excusez-moi si je ne prononce pas très bien votre nom, vous l'avez déjà dit, monsieur Sylvester Trnovec vient de le rappeler. Donc, Carthage qui vous accueille et la Tunisie qui a donné leur nom à ce continent, et la tenue de cette rencontre sur les sources de l'histoire pour l'Afrique, pour l'histoire africaine, est une excellente opportunité pour nous, Tunisiens, pour nous faire découvrir notre histoire et notre personnalité africaine à travers nos archives tunisiennes. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier M. Hedi Jelleb, le directeur général des archives tunisiennes, pour l'intérêt qu'il a immédiatement manifesté à ce projet et pour le travail qu'il a accompli pour cette rencontre. Cette rencontre revêt, de notre point de vue, une grande importance, et ce, à plusieurs titres, notamment notre contribution à la connaissance de l'histoire africaine et la connaissance d'un des traits marquants de notre propre histoire. Nous, Tunisiens et Maghrébins, sur un territoire insuffisamment défriché, nos racines et notre dimension africaine. Je voudrais, avant de conclure, vous dire que notre académie conçoit cette rencontre non pas comme un simple événement, mais comme une étape, un moment d'un grand projet, au développement duquel nous, Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, serons très heureux de contribuer. À vous, nos honorables invités, je voudrais vous souhaiter un très agréable séjour dans notre pays et à vous tous, les participants, je souhaite pleine réussite à vos travaux. Je vous remercie. Conférences et qui ont souvent parcouru un très long chemin pour venir ici à Carthage. Cependant, il y a des chercheurs qui ne pouvaient pas venir en personne pour des raisons différentes, mais nous essayerons dans la mesure du possible d'utiliser le progrès technologique actuel et d'apporter leur contribution via visioconférence. Donc la parole est à vous, je crois. Maintenant, je donne la parole à Monsieur secrétaire adjoint de l'Union académique internationale, Monsieur Jean-Luc Depape. Je vous remercie. Merci certainement, cher Président, d'avoir accueilli cette session spéciale des sources d'histoire africaine ici à Tunis. Elle n'était pas au départ prévue pour être ici, mais je dois mettre en évidence la manière dont vous avez relevé le défi immédiatement lorsque nous sommes venus vous trouver.
Et donc, c'est une place idéale et historiquement intéressante pour relancer un projet qui a quand même été pris en main par Madame Vieira Villanova, que nous devons saluer, et qui nous a quittés il y a maintenant près de 5 ans, près de 4-5 ans maintenant. Alors, je dois, puisque c'est mis sur le programme, essayer d'éveiller votre attention sur ce qu'est l'Union académique internationale. Union académique internationale. Chaque fois que je dois la présenter, j'essaie de renouveler mon exposé et vous m'excuserez si je me répands parfois dans des considérations historiques. Donc, prenons Union. D'abord, l'Union. Eh bien, cette organisation internationale est née, au fond, après la Première Guerre mondiale, en octobre 1919, à Paris. Et comme il y a le mot union, on pense immédiatement à fraternité dans le domaine de la recherche scientifique. Et ce mot fraternité n'est pas un mot innocent, d'autant plus que cette organisation née en octobre 1919 a un précédent qui était l'Association internationale des académies. Alors, quelques mots sur cette Association internationale des académies. Elle a été fondée et voulue surtout, et puis fondée par un savant bien connu des spécialistes de l'histoire, qui est Theodor Mommsen. Et Theodor Mommsen voulait donc réunir les académies de Vienne et les académies allemandes. Et finalement, ce projet, dans les années 1890, a conduit à la constitution de l'Association internationale des académies, dont la première réunion internationale s'est déroulée à Paris en 1901. Alors, j'attire votre attention tout de suite sur la différence entre ce premier stade qui est antérieur à l'UAI, parce que son organisation était différente. Elle s'adressait d'abord à toutes les sciences et elle avait un secrétariat qui était un secrétariat propre aux empereurs germaniques du Moyen-Âge. Il était itinérant. Et donc, chaque fois qu'un siège d'une conférence se tenait, eh bien, le secrétariat bougeait avec le siège. Alors, 1901, c'est la création de l'Association internationale. 1904, on se retrouve à Londres. En 1907, on se retrouve à Vienne, je pense. 1910 à Rome. Et 1913 à Saint-Pétersbourg. Et la décision était prise de se retrouver, enfin eux, pas moi, de se retrouver à Berlin en 1914. Vous avez compris qu'effectivement, Berlin en 1914, c'était devenu impossible. Les archives de cette organisation ont donc pratiquement disparu et il faut faire de sérieuses recherches pour essayer de récupérer des bribes de son organisation. Alors, je vous prononçais le mot fraternité là tout de suite. Cette fraternité, au lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque l'Union académique internationale est fondée, elle est diversement appréciée parce que, au fond, le poids de la faute de la guerre a été volontairement rejeté sur les puissances centrales et donc des pays comme l'Autriche et l'Allemagne se trouvaient exclus de l'Union académique internationale au début. Donc, le mot fraternité est à prendre avec un certain relativisme. Et c'est seulement en 1935, d'ailleurs, que l'Allemagne a adhéré à l'Union académique internationale. Voilà, donc, par vocation en tout cas, l'UAI se voulait unir les académies du monde entier. Et depuis lors, elle a fait son petit chemin.
Et actuellement, il y a près de 70 pays, je dis 70 parce que je suis belge, et donc il y a 70 pays qui vont de l'Islande à la Nouvelle-Zélande, qui passent par l'Argentine, le Sénégal, et donc c'est en Afrique surtout, il faut le souligner, que le plus grand nombre d'académies a vu le jour. Elles ne sont pas nécessairement membres de l'Union académique internationale, mais le concept académique est quelque chose qui s'est imposé en Afrique. Alors, donc, union académique alors. Bien sûr, le mot s'attache très précisément à définir tous les corps savants qui tombent sous ce concept. Il s'agissait de pratiquer une coopération entre les académies membres au-delà des frontières nationales. Au-delà des frontières nationales. Par des recherches menées en commun et afin d'aboutir à la production d'outils de recherche fondamentaux, des dictionnaires, des cartes, des corporats, des glossaires, tout ce qui se trouve en amont de la recherche scientifique. Alors, uniquement des objets de sciences humaines et sociales, car c'est, je vous le signalais là tout de suite, la différence entre l'Association internationale des académies d'avant la Première Guerre mondiale et celle-ci, c'est que celle-ci s'est centrée sur les sciences humaines et sociales exclusivement. Et donc, ce sont des études à la fois qui relèvent du domaine philosophique, philologique, linguistique, archéologique, qui intéressent les académies qui en sont membres. Et chaque fois qu'il y a une organisation, une assemblée générale qui se déroule, c'est évidemment les délégués qui décident de l'orientation des projets qui sont faits. Alors, petite incidence historique également, il se fait que la plupart des délégués de l'Union académique internationale sont des délégués qui sont choisis par leur académie et que ce choix se porte sur des spécialistes des sciences humaines. Et les sciences sociales, je dois le dire, sont un peu les parents pauvres de l'Union académique internationale. Mais je suis sûr que vous allez y songer, Monsieur le Président, pour l'avenir, pour avoir des projets qui relèveraient plutôt du domaine des sciences sociales. Alors, ces académies travaillent dans une perspective du long terme. Et je crois que c'est un élément qu'il faut souligner. Le long terme est quelque chose qui n'est pas à la mode et qui est contraire à la mode. Et nous sommes attachés à travailler au long terme ou moyen terme, parce que de nos jours, le moyen terme, ça dépasse 5 ans. Les projets doivent être en principe terminés avant. Mais à l'Union académique internationale, nous résistons et nous avons des projets qui durent sur le long terme. L'exemple phare que je cite toujours à ce niveau-ci, c'est le Corpus Vasorum Antiquorum, c'est-à-dire le relevé de tous les vases anciens conservés dans les musées. C'est un projet qui a été lancé en 1922. Nous sommes maintenant en 2023. Donc, il a fêté son 100e anniversaire et il n'est pas terminé. C'est du long terme. Alors, indépendamment de cette bataille sur le long et le court terme, il y a d'autres projets qui durent effectivement longtemps. La Tabula Imperii Romani, qui avait été lancée aussi dans les années 1925-26, se trouve maintenant à la croisée des chemins d'un renouvellement à cause de la technologie contemporaine et le repérage topographique est tout à fait différent. Et donc, il faut revoir la Tabula Imperii Romani. Le corpus des philosophes du Moyen-Âge également est un très long projet. Vous avez un merveilleux penseur arabe ici, qui est Averroès, où il y a un sous-projet du corpus des philosophes
du Moyen-Âge, qui fait également l'objet d'éditions critiques fortes et d'une qualité d'acribie forte. Donc, union des académiques internationales. Alors, ça veut dire que la production savante qui est concernée ne peut se placer que dans un contexte international. Autrement dit, un projet national, tout séduisant qu'il soit par son approche, sa philosophie, ses sources, etc., ne reçoit ou ne trouve le label UAI que si son assiette de fonctionnement se place dans une perspective transnationale. Ça, c'est fondamental. Je devrais vous parler peut-être, pour éveiller votre attention sur ce point, le prochain projet de l'UAI, eh bien, c'est les œuvres de Franz Cumont. Franz Cumont est un des meilleurs orientalistes du côté européen qu'on ait trouvé, dont on fête le 100e anniversaire, et il était un grand spécialiste de Mitra. Et donc, pour publier les œuvres complètes de Franz Cumont, il faut faire appel à des académies, et pas une seule, pour une collaboration efficace. C'est donc là, en Belgique et en France que on a trouvé les éléments pour mener ce nouveau projet qui sera adopté à l'Assemblée générale prochaine à Philadelphie, aux États-Unis, à la fin de cette année. Et donc, on a ce long terme qui est là et qui pourrait vous faire penser que, une fois lancé, on a le temps devant soi. Non, les assemblées générales de l'Union académique internationale sont centrées sur l'évaluation des projets qui sont en cours et pour serrer le dispositif, lui donner un corset plus solide qu'avant, on a décidé que tous les 6 ans, tous les projets seraient passés à l'évaluation complète par tranche de 3. Donc, voilà, me semble-t-il, une évocation en quelques minutes qui vous permet de vous situer dans le contexte dans lequel nous nous trouvons maintenant et qui fait que le projet des sources africaines qui nous réunit, projet 22, projet d'ailleurs fondé et lancé en 1962 à Prague par le professeur Herbert, je crois, eh bien, ce projet-là aussi a de l'avenir devant soi. Et il a le soutien entier de l'Union académique internationale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Depac, pour cette excellente présentation de l'Union académique internationale, qui, je le répète, est la co-organisatrice avec Beit Hekma de cette importante manifestation. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Sambo Sidikou, qui est le haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Bienvenue, professeur. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire général adjoint de l'Union académique internationale, chers amis modérateurs, mesdames et messieurs, chers participants, je ne suis pas professeur, je souhaite l'être un jour peut-être, un jour lointain. Je suis docteur, je ne l'utilise pas, parce que docteur, moi, c'est celui qui soigne les gens. Donc, je vous remercie sincèrement pour la confiance que vous m'accordez et souhaite vous fournir le point de vue d'un intrus. J'entends par là celui d'un consommateur d'histoire qui tire parti du travail remarquable produit par certains d'entre vous pour mieux comprendre le monde. Mes responsabilités actuelles me conduisent à couvrir une vaste zone, le Sahel, à la croisée de nombreux enjeux. Tout travail diplomatique de qualité repose sur des sources. On rencontre
des personnes, sollicite leur éclairage et tente de comprendre les perspectives. Ce sont en quelque sorte nos sources orales. On lit aussi de nombreux rapports de qualité variable et très souvent orientés. Mais ce qui me navre le plus est très souvent notre incapacité à comprendre la longue durée, comme disait tantôt le secrétaire adjoint de l'Union académique internationale. Je vise à Bamako, au Mali, dans un État disposant d'un vaste patrimoine manuscrit dont on vante l'existence, mais que bien peu connaissent. Il s'agit d'un formidable gisement dont on a à peine débuté l'exploration. Afin que nous puissions tirer le meilleur parti de cette matière première, voici 3 pistes de réflexion qui me semblent primordiales pour renouveler les approches et surtout la diffusion de notre histoire. En tout premier lieu, il convient, il me semble, de dépasser les mythes. Ensuite, je pense qu'il faut repousser nos frontières, notamment mentales, pour écrire une véritable histoire internationale de notre continent. Enfin, il nous faut repenser la production du savoir, non pas pour réduire les standards de la profession, mais pour adapter sa production à sa première audience, les Africains. Voici, mesdames et messieurs, brossés à grands traits, les principaux éléments de mon propos. Dépasser les mythes. L'émerveillement fin ou sincère que nous avons pour notre patrimoine manuscrit m'interpelle parfois. La surprise des Occidentaux ou des Orientaux peut s'expliquer par leur relative ignorance de nos contrées, mais pourquoi semblons-nous étrangers à notre propre héritage? Le premier objectif d'une bibliothèque est l'accumulation du savoir en vue d'en faire usage. C'est précisément ce mouvement qui me semble incomplet quand la vue de feuillets recouverts d'écritures arabes suffit à nous émerveiller. Il faut soutenir la recherche pour passer du support au contenu. Cesser de vouloir à toute force démontrer que nous appartenons ou nous appartenions à la communauté académique arabo-islamique pour souligner l'originalité de notre production intellectuelle. Une anecdote, parmi d'autres, qui atteste la circulation des idées entre l'Afrique sahélo-saharienne et l'Afrique du Nord. En 1834, Al-Tartawi, lettré égyptien, rédige le compte-rendu de son séjour à Paris et évoque les écrits d'un auteur qui affirme que la Terre est ronde. Il s'agit de Cheikh Sidi al-Mukhtar al-Kunti, mort en 1811, et qui résidait dans l'Azawad, près de Tombouctou. C'est ce qu'écrivait Al-Tartawi. Vers 1800, Al-Bartili, savant de Walata, actuelle Mauritanie, évoque la correspondance ayant existé entre cet homme et Murtada al-Zabidi, qui s'installa en Égypte en 1754 et mourut en 1791. C'est, à mon sens, l'une des directions dans lesquelles notre étude des sources disponibles doit nous conduire. Identifier, documenter et mieux comprendre les liens ayant existé entre nos prédécesseurs. En effet, notre méconnaissance du Sahara a fait de cette vaste zone un espace qui est parfois devenu une frontière de la pensée. Or, nous gagnerions plutôt à considérer ce désert comme une vaste mer que nous avons en partage. Procéder ainsi conduit à s'inscrire dans la continuité de relations diplomatiques anciennes et trop souvent méconnues. Prenons par exemple, ou pour exemple, la relation des modalités de partage de l'exploitation d'une ressource minière entre le Maroc saadien et le Songhai, telle qu'elle est faite par Al-Fishtali, lui mort en 1621.
Et je cite, « Terhaza est situé au milieu du désert entre le Maghreb et les pays du Soudan. On y trouve des mines de sel. Le sultan l'annexa au Maroc. Il nommait des administrateurs, puis renonça à une partie des taxes au profit de l'Askia, le chef, Songhai. Celui-ci déléguait sur place un fonctionnaire qui, sans prendre aucune part à l'administration du pays et de la mine, percevait la part des taxes revenant à son maître. » En tant que diplomates africains, cette profondeur historique est d'un grand secours pour donner à notre travail l'ancrage qui lui convient. Manifestement, de part et d'autre de la mer de sable, les formations politiques coopèrent selon leurs intérêts. On pourra objecter qu'aucune référence n'est faite aux populations locales, qu'il s'agit d'une vision maghrébine, etc. Mais c'est précisément ce à quoi nos sources doivent nous permettre de répondre. Ce chantier me semble important, en particulier en ces temps où la coopération entre États du Sahel et d'Afrique du Nord est parfois jugée à l'aune des priorités définies hors de notre continent. Maintenant, repousser nos frontières. Nous parlons d'Afrique avec aisance, mais savons à quel point cette notion reste abstraite ou distante pour certains habitants de notre continent. Certains en Afrique du Nord sont convaincus que l'Africain, c'est l'autre. Ils comprennent ici le subsaharien. Nous devons donc démontrer l'existence d'une communauté de destin, d'intérêt ou d'aspiration. Parfois, notre formation réduit notre périmètre d'investigation à un champ du savoir nécessairement restreint, le droit islamique par exemple. Des trésors d'érudition existent qui trop souvent sont d'un accès ardu pour le profane, soit parce que la langue utilisée est très technique, soit parce que le sujet est difficile d'accès, et souvent parce que la science fait rarement l'objet d'une médiation culturelle. C'est un défi considérable auquel je suis confronté. Comment rendre compte simplement de mon travail et démontrer sa valeur ajoutée à des personnes évoluant dans un secteur éloigné du mien? Nous devons sortir de nos zones de confort et plus que jamais nous doter des moyens permettant de voir le monde avec les yeux de certains de nos aïeux. Une partie des sources dont nous disposons sont matérielles. C'est par exemple le textile, l'or, le papier, autant d'objets dont la grande diffusion recèle de nombreuses informations sur notre histoire. Pourquoi, par exemple, certaines étoffes produites dans la vallée du Niger étaient-elles importées par les souverains des États Akan, ce que les producteurs appelaient Rakila, qui était désigné sous le vocable de Nsa par les consommateurs. Et l'un des défis de notre continent est de documenter ces échanges en croisant sources orales, écrites, photographies lorsqu'il y en a, pour expliquer, par exemple, aux Ghanéens pourquoi les régalias d'un souverain Ashanti viennent du Mali. Cela demande de se débarrasser d'outils tels que l'ethnie ou la religion pour s'approcher des savoir-faire, du goût et des représentations des Africains du passé. Vous m'objecterez que cela dépasse les enjeux de la production d'une édition critique d'un manuscrit. Croyez-moi, nous n'avons pas encore suffisamment fait parler nos manuscrits. Et découvrons chaque jour à quel point leur contenu, y compris leur marge, fourmille de détails, dit profanes, quand on veut à toute force dissocier les sujets sérieux des questions dites triviales. Il existe de nombreux petits papiers, notes, créances et autres correspondances brèves qui sont des trésors pour nous approcher de la vie matérielle et pratique des Africains d'autrefois. Cherchons-les, étudions-les et présentons au grand public une image qui l'ébahira et lui permettra de mieux se connaître. Maintenant, repenser la production du savoir. Ça, c'est la dernière étape de mon propos, celle de la nécessaire prise en compte de nos publics. Une bonne partie de l'histoire enseignée dans nos pays résulte des programmes d'enseignement conçus pour créer et consolider des États. Il s'agit d'un produit de consommation courante, passez-moi l'expression, qui très souvent n'a pas été mis à jour depuis plusieurs décennies. Depuis la rédaction de ces manuels ou la diffusion de l'histoire générale de l'Afrique, l'initiative de l'UNESCO,
nombre des fruits de notre recherche sont restés confidentiels. Il faut publier, certes, mais il faut sans doute repenser notre contribution à la vie intellectuelle de notre temps. Le défi majeur est celui de la compréhension de notre méthodologie. Pourquoi notre approche scientifique produit des réponses à nulle autre pareille à certaines questions? Dans quelle mesure l'accès à nos travaux et sa large diffusion est d'intérêt public? Précisément parce que nous vivons dans des pays où la jeunesse de la population et les progrès de la consommation du savoir sur les réseaux sociaux nous interpellent. Nous devons contribuer à la production d'un narratif porteur de sens et de valeurs positives. Or, si le savant se tait, comment s'y retrouver entre les récits de sa famille, les revendications de son groupe culturel, la doctrine du ministère de l'Éducation ou de la Recherche et l'ère du temps? Ce travail de médiation culturelle est fondamental car il permettra de former les citoyens ou des citoyens avertis. Il révélera à nombre d'entre nous la nécessaire complexité de toute société et revalorisera la contribution du savoir à la création de sociétés sereines et prospères. Mais dans cette entreprise, il nous faudra nous faire violence. Apprendre à faire simple sans trahir la science. Recourir aux réseaux sociaux pour atteindre nos publics dans nos langues et avec leurs références. C'est la grande difficulté du travail qui nous attend, où nous devons lire différemment nos sources, recourir à plusieurs langues et concevoir une pédagogie nouvelle. Nous ne pouvons tourner le dos à la demande sociale de sens et d'appartenance, car la science doit aussi répondre aux questions du temps présent. C'est comme, je vous disais, la vision d'un consommateur curieux et soucieux. Celle d'un homme convaincu que nos gisements les plus précieux, nos sources, méritent d'être perçus à leur juste valeur pour contribuer au bien-être des Africains et améliorer le positionnement de notre continent dans le vaste monde. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence, pour cette mise en perspective qui nous place au centre de la problématique de notre colloque. C'est repenser les méthodes, les défis et les opportunités. Votre exposé était introductif à notre conférence. Vous avez mis l'accent sur les défis que nous subissons, les méthodes qu'il faudrait inventer pour être à la hauteur du temps présent et les opportunités qui s'offrent à nous. Merci, Excellence. La parole maintenant est à la cheville ouvrière de cette rencontre. C'est Monsieur Sylvester Trovec. La parole est à vous. Je voudrais dire que Monsieur Sylvester Trovec a effectué un long voyage parmi nous et que ce colloque est le fruit des discussions qui ont eu avec lui qui a été la cheville ouvrière et qui a organisé avec nous cette rencontre. Donc, je tenais à vous remercier et à vous dire que cette rencontre vous doit beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos mots et pour l'introduction. Encore une fois, je peux seulement répéter que c'est mon grand honneur d'être ici et de pouvoir organiser ou co-organiser cette conférence dans ce beau bâtiment Baït al-Hikma. Je voudrais ouvrir ma présentation. J'ai préparé une petite présentation, pas une grande présentation. Alors, je voudrais vous parler dans mon intervention sur le projet Fontes Historiae Africane
et sur le contexte historique dans lequel il est né. Excusez-moi. Alors, le projet Fontes Historiae Africanae, c'est le mot latin qui peut être traduit en français comme source pour l'histoire africaine. C'est un projet numéro 22 de l'Union académique internationale. À partir de 2019, notre projet a 2 co-directeurs internationaux. Le premier, c'est Dr Mohamed Diagueyete de l'Institut Ahmed Baba à Tombouctou, Mali, qui est le directeur pour la partie africaine de ce projet et qui va nous rejoindre tout à l'heure via WebEx. Et puis, c'est moi, le co-directeur pour la partie européenne de ce projet. Alors, permettez-moi, en tant que co-directeur du Fontes Historiae Africanae, de présenter brièvement notre projet et le contexte de sa création, ainsi le rôle qu'il joue dans la recherche et l'écriture de l'histoire africaine aujourd'hui. Les origines du projet Fontes Historiae Africanae remontent aux années 50 et 60 du XXe siècle, c'est-à-dire à la période où l'histoire de l'Afrique a commencé à être réévaluée et redéfinie. Jusqu'au vers 1950, l'histoire de l'Afrique, en tant qu'une discipline académique indépendante, n'existait pratiquement pas, ou bien elle n'était pas prise très au sérieux dans les milieux scientifiques contemporains. En raison de la domination coloniale, un modèle d'histoire eurocentrique a été créé dans lequel les peuples non européens ne jouaient qu'un rôle marginal. L'histoire africaine était donc pensée et imaginée en Europe seulement comme une partie de l'histoire coloniale. L'historiographie moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une discipline formée en Europe du XIXe siècle et a été fortement influencée par l'école allemande, surtout de Friedrich Hegel, selon laquelle seules les sociétés qui utilisaient l'écriture appartiennent à l'histoire. C'est le discours de l'époque du XIXe siècle. Puisque la majeure partie du continent africain utilisait peu ou pas d'écriture du tout, l'Afrique était généralement considérée comme un continent non historique. Au tournant du XIXe et XXe siècle, presque toute l'Afrique était mise sous domination européenne et l'étude et l'écriture de l'histoire africaine étaient fondamentalement influencées par le discours colonial. À l'exception des civilisations antiques classiques telles que l'Égypte, le Carthage ou l'Éthiopie, l'Afrique en général était considérée comme un continent sans histoire ou comme un continent où l'histoire n'a commencé qu'avec l'arrivée des Européens. Dans le meilleur des cas, les sociétés africaines étaient considérées comme stagnantes ou en besoin de tutelle. Selon certains historiens, c'est à cette époque qu'on avait codifié l'existence de 2 Afriques, l'Afrique du Nord, ou bien l'Afrique blanche, et l'Afrique sous Sahara, qu'on a appelée l'Afrique noire. Les deux étaient divisés ou séparés par une barrière infranchissable, le désert du Sahara. Heureusement, grâce aux efforts de plusieurs générations d'historiens, nos connaissances d'aujourd'hui sont complètement différentes. On sait aujourd'hui que le colonialisme n'était qu'une période dans l'histoire africaine, d'une période assez courte, mais assez importante. L'Afrique est aujourd'hui associée à l'origine de l'un des plus anciens d'écriture de l'histoire humaine, les hiéroglyphes égyptiens. Les africanistes d'aujourd'hui n'hésitent pas à déclarer que le premier Africain que nous connaissons par son nom s'appelait Narmer, le roi de l'Égypte ancien qu'il a vécu il y a plus que 5000 ans. L'Éthiopie représente un autre exemple très spécifique de l'écriture africaine et la tradition de l'écrit Ge'ez et l'Ahmar existe depuis 2 millénaires. Aujourd'hui, nous savons aussi
que le désert du Sahara forme une barrière historique, mais pas infranchissable du tout. Nous savons que les sociétés humaines sous le Sahara, au Sahara et en Afrique du Nord ont réussi à créer un système complexe mais très vivant de relations mutuelles et se sont influencés toujours. Par exemple, ici à Carthage, dès le IIe siècle avant notre ère, on a produit des pièces de monnaie contenant de la poussière d'or de la région de l'actuel Sénégal. Dans le site archéologique de Djenedjeno au Mali, les archéologues ont trouvé des produits en verre du IIe siècle avant notre ère, dont provenance est romaine. Donc il y avait toujours des contacts entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud de Sahara. Ici, une petite carte. Nous avons aujourd'hui beaucoup de cartes qu'on peut trouver sur les routes transsahariennes. Du 9e au 17e siècle, sur le dos des chameaux, il y a eu un commerce transsaharien au sein duquel l'or, le sel et les esclaves étaient échangés, mais aussi au sein duquel l'éducation et la culture écrite se sont également répandues. De l'Afrique du Nord, avec les marchands, l'islam est arrivé dans les savanes de l'ouest de l'Afrique et avec l'islam aussi l'écriture et la culture écrite. Peu à peu, des centres de culture islamique tels que Tombouctou ou Gao ou Djenné ont émergé et l'arabe a été utilisé pour écrire des langues africaines locales. Une situation similaire s'est produite sur la côte de l'Est de l'Afrique, où la diffusion de l'éducation et de l'écriture islamique a conduit à l'émergence de la civilisation swahili. L'écriture arabe était même utilisée à la grande île de Madagascar. L'approche du public universitaire mondial vis-à-vis de l'histoire de l'Afrique n'a changé qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand l'histoire africaine a commencé à être fondamentalement réévaluée dans les milieux académiques occidentaux, mais aussi en Afrique elle-même. Cette nouvelle situation était liée à la décolonisation du continent africain qui s'est rencontrée avec un grand enthousiasme général sur la scène internationale. Dans cette nouvelle situation géopolitique, l'histoire africaine est réhabilitée et érigée en discipline scientifique indépendante. Probablement, le premier département indépendant de l'histoire africaine s'est démarqué en 1948 à l'Université de Londres, actuelle School of Oriental and African Studies. Des semblables ont progressivement émergé en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, mais l'étude de l'histoire africaine a commencé aussi chez nous en Tchécoslovaquie, ou bien en Pologne ou à l'Union soviétique. En Afrique subsaharienne, les universités modernes ne sont apparues qu'après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, des importantes universités ont été créées, telles que University College of Gold Coast, Ghana, University of Ibadan, University of Makerere, University of Dar es Salaam, ou bien l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar. Toutes ces institutions académiques en Afrique subsaharienne ont devenu des centres importants pour la recherche de l'histoire africaine. La première conférence internationale sur l'histoire de l'Afrique se tient à Londres en 1953. Et en 1960, une revue scientifique consacrée exclusivement à l'histoire de l'Afrique, The Journal of African History, a commencé à être publiée à l'Université de Cambridge. En 1965, l'UNESCO a commencé les travaux sur le vaste projet nommé l'Histoire générale de l'Afrique, General History of Africa. Ce projet a finalement publié 8 volumes et l'objectif principal de ce projet sans précédent était la décolonisation de l'histoire africaine en tant que telle
est d'écrire l'histoire de l'Afrique d'une perspective africaine, en mettant l'accent surtout sur la reconstruction de l'histoire précoloniale. Le cadre géographique est devenu un facteur très important de ce travail. Les historiens ont pour la première fois réussi de surmonter la division imaginée entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Les chercheurs ont compris l'Afrique comme un tout géographique. En effet, par exemple, l'Afrique du Nord a apporté une contribution importante ou fondamentale à l'historiographie africaine depuis l'époque ancienne. Pour tous les noms, il suffit de mentionner le célèbre natif de Tunis, Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, le fondateur de la sociologie et historiographie moderne, qui, une partie de son importante œuvre, a consacré à l'histoire de l'Empire du Mali. L'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO était également exceptionnelle d'un point de vue méthodologique. Et maintenant, je vais un peu lier à monsieur l'ambassadeur Sidiki. Les historiens se sont mis d'accord sur le fait que l'histoire d'Afrique ne peut pas être reconstruite uniquement sur la base des documents écrits, comme c'était le cas de la tradition historique en Europe. L'histoire générale du continent africain, des sociétés, des cultures et civilisations africaines ne peut être reconstituée qu'en combinant plusieurs disciplines telles que l'histoire, l'archéologie, la linguistique, la mythologie comparée, l'ethnologie, l'anthropologie, la géographie politique. Et pour cela, il est nécessaire de prendre en compte une base de sources beaucoup plus large, non seulement les sources écrites, mais ce qui est important, des sources orales. C'est en 1965 que l'anthropologue belge Jean Vansana publie son étude de base, la tradition orale, une étude de méthodologie historique qui a fondamentalement changé la recherche de l'histoire africaine, en particulier pour les régions où l'écriture n'a pas été utilisée dans le passé. Depuis, le principe généralement accepté est que les sources de l'histoire de l'Afrique se divisent en sources écrites et non écrites, et en sources africaines et non africaines. Donc voilà, la reconstruction de l'histoire africaine vraiment exige une approche très multidisciplinaire. Les sources d'origine africaine ont été divisées par le célèbre historien ouest-africain Joseph Kizerbo selon l'origine ethnoculturelle. Le premier groupe ethnoculturel de sources qui ont été produits en Afrique, selon M. Kizerbo, c'est l'Égypte et le Soudan nilotique. Le deuxième groupe de sources en provenance de l'Afrique, c'est les sources qui ont été produites dans le Maghreb et le nord du Sahara. On a déjà parlé d'Ibn Khaldoun, mais il y en avait plusieurs géographes, Al-Bakri, Al-Massoud, peut-être on va en parler tout à l'heure. Il y avait aussi les inscriptions berbères. Puis, le troisième groupe est le Soudan, les sources qui ont été produites au Soudan occidental et central, ce qu'on apprend la région de l'Atlantique, à peu près au lac Tchad. Ce sont des librairies de Sahel, on les appelle aujourd'hui à Tombouctou, Gao, Agadez, il y en a beaucoup. Même dans les archives nationales du Sénégal, il y a des manuscrits Wolof qui utilisaient l'arabique, la langue arabe, l'écrit l'arabe pour écrire des langues africaines. Un autre groupe de sources d'origine africaine pour l'histoire de l'Afrique, c'est l'Éthiopie, Corne l'Afrique et la côte Swahili. Et finalement, c'est l'Afrique au sud du Guinée et l'Afrique équatoriale jusqu'au Gabon de Bonne-Espérance, y compris Madagascar. Et finalement, ce contexte nous amène aux origines du projet Fontes Historiae Africanes qui nous réunit aujourd'hui dans cette belle salle. À l'initiative de l'UNESCO, en 1964, l'Union académique internationale à Bruxelles
adopte le projet Fontes Historiae Africanes comme son 22e projet. Il s'agit donc d'un des plus anciens projets de l'Union académique internationale qui est toujours actif, mais qui est toujours d'actualité. Son objectif principal reste le même, l'identification et la publication des éditions critiques des sources pour l'histoire de l'Afrique. L'accent est mis avant tout principalement sur l'histoire précoloniale et sur des textes jusqu'alors inédits des documents originaux. La traduction de ces sources africaines en français et en anglais est une mission également très importante, car le projet, ou bien le but du projet n'est pas seulement l'identification des sources, mais aussi leur disponibilité pour les historiens partout dans le monde. Le projet traite particulièrement ou principalement 5 catégories de sources écrites. La première source écrite qui est recherchée par notre projet depuis des années 60, ce sont les sources arabes et ajami. Cela inclut les sources en arabe ou utilisant l'écriture arabe pour écrire des langues locales telles que Hausa, Wolof, Berbère, Peul, Kiswahili ou Malgache. Puis, ce sont des sources historiques orales dont on a déjà parlé, que depuis des années 1960, des centres universitaires se sont établis en Afrique et en Europe qui se spécialisaient ou se spécialisent toujours dans la transcription et la traduction des sources historiques orales. Puis, il y a un groupe qu'on appelle interconnecté, et cela inclut les sources de l'histoire africaine créées par des Africains en utilisant le script latin, éthiopique ou tifinagh. Et finalement, ce sont des sources européennes pour l'histoire de l'Afrique précoloniale et coloniale. Les sources pour l'histoire de l'Afrique, les sources européennes pour l'histoire de l'Afrique sont d'une importance indéniable, notamment pour l'histoire de l'Afrique subsaharienne, et couvrent chronologiquement la période du XVe jusqu'au XXe siècle. Les sources portugais, français, anglais, danois nous ont laissé de précieux témoignages sur les sociétés africaines avec lesquelles des commerçants, voyageurs ou militaires étaient entrés en contact. Ces sources sont également très importantes pour la documentation de la traite des esclaves atlantiques. Tout aussi inestimables sont des archives des missionnaires, car dans de nombreuses régions de l'Afrique tropicale, comme par exemple la région des Grands Lacs en Afrique de l'Est, l'écriture n'a pas été utilisée jusqu'à l'arrivée des missionnaires européens au XIXe siècle. Il y a aussi une sous-catégorie spécifique qui devient de plus en plus importante, ce sont des documents de la période de l'administration coloniale, car les bureaucraties coloniales ont produit une énorme quantité de matériel et ils deviennent, par exemple, importants aujourd'hui pour étudier l'évolution de changements climatiques ou bien comment le changement climatique a influencé des sociétés, car les administrations coloniales ont fait vraiment des recherches en ce qui concerne de la météo, des terres utilisées pour l'agriculture. Donc voilà. Pour résumer, la contribution significative du projet Fontes Historiae Africanes à la recherche sur l'histoire africaine est mieux représentée par le nombre d'ouvrages publiés. Depuis 1964, le projet a publié près de 70 éditions critiques qui sont à la disposition des historiens du monde entier. Aujourd'hui, il y a une discussion ou bien un défi pour la digitalisation ou bien la numérisation de ces sources. On pense que c'est vraiment le futur en tenant compte sur le progrès technologique. Officiellement, 10 académies et institutions participent dans le projet aujourd'hui. Par contre, seuls 5 de ces académies, toutes membres de l'Union académique internationale, étaient réellement actifs dans les 2 dernières années. C'était le Comité national de Belgique, France, Royaume-Uni, Slovaquie et Pologne. Aucune académie africaine n'était active pendant les dernières années et il y a seulement des chercheurs indépendants qui sont associés.
Pour le moment, le projet bénéficie vraiment d'un grand soutien des académies européennes qui peut être illustré par les efforts de publication. Par exemple, 6 volumes ont été publiés les 2 dernières années, 12 tomes seront publiés dans les 2 années à venir. L'absence quasi totale des académies africaines dans le projet reste un grand défi pour le futur. C'est aussi pourquoi je suis très heureux que le comité tunisien a été récemment formé à l'Académie Beit al-Hikma. J'espère que cette conférence sera une source d'inspiration pour d'autres universités et académies en Afrique, mais aussi en Europe. Voilà, vous pouvez voir le comité tunisien du projet Fontes Historiae Africanes qui a été créé cette année et composé des académiciens tunisiens, dont les noms vous pouvez voir. Et les participants ou bien les membres de ce comité vont nous présenter tout à l'heure leur comité devant le public. Enfin, je tiens encore une fois à remercier Beit al-Hikma pour l'organisation de cette rencontre. Je tiens également à remercier l'Académie slovaque des sciences que je représente ici, qui m'a permis de voyager à cet événement, ce qui n'est pas facile aujourd'hui. C'est aussi un grand défi de notre projet que mettre en commun les chercheurs de tout continent africain et de l'Europe. C'est vraiment très difficile parce qu'il y a des académies européennes, africaines qui sont très éloignées l'un de l'autre. Heureusement que nous avons la possibilité de WebEx, Zoom et les technologies modernes. Nous vivons dans un monde très compliqué qui affecte également le monde de la recherche. Néanmoins, je me permets d'être optimiste et exprime l'espoir que notre rencontre ici, sur le terrain de Beit al-Hikma, soit le signe d'une nouvelle ère de coopération internationale dans le domaine de l'histoire de l'Afrique. Merci beaucoup. Shukran. Merci beaucoup, Monsieur Sylvester de Novek. Votre exposé est d'une extrême richesse et en même temps d'une extrême concision sur l'histoire du savoir sur l'Afrique. Il y a plusieurs modalités, comme vous l'avez dit, orale, écrite, africaine, européenne, de partout. Mais vous avez dit aussi que c'est un fait nouveau qui commence à être pris en charge au moins par certaines grandes universités et par le nord de l'Europe. Nous vous avons exprimé, c'est l'occasion ici pour nous, Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, de dire notre détermination et notre souhait de contribuer avec nos modestes moyens à ce projet. Enregistrer les débats qui ont eu lieu durant votre présence ici avec nous, nous souhaitons être partie prenante de ce projet. Nous souhaitons que notre pays, nos chercheurs, nos académiciens soient partie prenante de ce projet dont la rencontre de ces 3 jours ici est une première étape. Maintenant, je vais donner la parole à votre équivalent. Vous, c'est le représentant du projet Europe. Nous avons M. Mohamed Diagayete, qui est votre équivalent de ce projet pour l'Afrique. M. Mohamed Diagayete, la parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. J'espère que vous m'entendez très bien. Vous m'entendez? Nous vous entendons. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, excellent. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Tout d'abord, toutes mes excuses de ne pas pouvoir me déplacer pour des raisons qui ne dépendent pas de moi. Et autre chose, je suis à Tombouctou. Vous savez, les connexions ne sont pas quelquefois très bonnes.
Donc, je vais être très rapide. Et aussi, je remercie Beit el-Hikma pour l'acceptation de nous accueillir. Et je suis vraiment désolé parce que je suis l'ambassadeur de Tunisie au Mali, parce que moi, j'ai fait mes études à Zeytouna, en tout cas, où j'ai fait quand même pas moins de 9 ans. Donc, c'était vraiment un grand souhait pour que je sois parmi vous, mais malheureusement, le Dieu a voulu autrement. Comme nous disons en Tunisie, mouch maktoub, yani ghir maktoub. Donc, les jours que ça sera maktoub, Inch'Allah, je serai parmi vous en Tunisie. Donc, moi, mon intervention, je vais essayer quand même de la partager avec vous. J'espère que, comment on appelle, partager avec vous. Ça concerne un peu. Je n'arrive pas à partager. Hein? Je ne peux pas partager. Je voudrais partager avec vous parce que c'est PowerPoint que je préparais pour ma présentation. Les organisateurs peuvent me laisser entrer. Monsieur Diagaïété, est-ce que vous pouvez vous approcher de votre micro? Oui. Si, mais s'il vous plaît, pouvez-vous me laisser partager ma contribution? Partager sa présentation. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Comment mon intervention est intitulée Les manuscrits de Tombouctou, cas de l'Institut des hautes études et des recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou. Très bien. Nous commençons à voir votre conférence. La République du Mali. Merci beaucoup. Oui. Vous m'entendez? Très bien, j'espère. Nous entendons très bien et nous voyons très bien votre exposé. Excellent, excellent. La République du Mali est héritière de plusieurs empires. J'ai juste donné un exemple, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, Songhai, et plusieurs royaumes, en tout cas Ségou et Massina. L'islam, quand même, est venu au Mali depuis le premier empire, qui est celui de Ghana, et a connu son expansion avec l'empire du Mali et l'empire Songhai. Quant aux manuscrits en Mali, on peut dire qu'ils sont écrits en arabe et les langues locales, que mon collègue vient d'appeler ajami dans les jargons des manuscrits. Donc, ce que nous allons aborder concerne un peu l'historique de ces manuscrits au Mali, l'état des lieux de conservation physique et numérique de ces manuscrits, le catalogage, la recherche et le lancement de ce manuscrit au sein de notre institution qui est l'IRABD. La présence de manuscrits en Afrique même occidentale se confond avec l'arrivée de l'islam dans cette contrée, jadis connue sous le nom de Bilad al-Soudan. Les manuscrits sont donc venus de Hijaz et en passant particulièrement par l'Afrique de l'Ouest. Mais les causes étaient en réalité la paix qui régnait et la politique des souverains de nos empires, surtout Askia Daoud, et aussi le voyage de ces empereurs au Liessian, Mansa Moussa par exemple, et Askia Mohamed, et aussi les érudits commerçants, notamment qui sont venus du Nord. Tous ces facteurs quand même ont contribué à l'expansion des manuscrits dans la zone.
l'Union africaine a mentionné lors de son passage quand même à Tombouctou que le manuscrit était la denrée la plus vendue dans la ville de Tombouctou. Maintenant, comment tout d'abord, en matière de chronologie, nous pouvons dire que les manuscrits locaux quand même ont commencé surtout à partir du 18e, 13e siècle, j'allais dire, et aussi l'importance de Tombouctou comme capitale culturelle et commerciale est apparue surtout à partir du 15e et 16e siècle. Maintenant, comment les CEDRAP, que l'ancien nom de cet institut a été créé, quelles sont les missions et quelles sont les activités que nous menons aujourd'hui? Donc, je vais essayer de répondre à ces questions. La création du centre urbain CEDRAP est venue de la réunion des experts de l'UNESCO à Abidjan en 1966 qui ont recommandé dans une résolution numéro 3324 de créer quand même un centre pour les études africaines. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle l'histoire générale scientifique de l'Afrique que l'UNESCO souhaitait écrire. En 1967, les experts de l'UNESCO encore sont venus à Tombouctou du 30 novembre au 6 décembre pour une autre réunion et ils ont recommandé de créer un centre pour les collectes de manuscrits. C'est comme ça, en 1970, le gouvernement malien a créé le centre de documentation et de recherche Ahmed Baba. Et ce centre fut inauguré en 1973 et CEDRAP est devenu opérationnel à partir de 1977. En 1999, CEDRAP est devenu un institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou, IRI-ABT, en ajoutant l'enseignement dans ses missions traditionnelles. En 2016, on a ajouté une autre mission qui est l'enseignement, mais cette fois-ci axée seulement sur des manuscrits. Les missions que l'Institut joue aujourd'hui, collecter, conserver, restaurer, exploiter et diffuser les contenus des manuscrits anciens, contribuer à la recherche scientifique et technologique, assurer l'enseignement axé sur des manuscrits. Les activités que nous menons sont nombreuses. Elles sont entre autres collecter des manuscrits. Aujourd'hui, l'Institut Ahmed Baba détient 38 732 manuscrits. Quand je dis manuscrits, il s'agit surtout des titres. On peut avoir un folio, on peut avoir aussi 500 ou même plus folios. Donc, c'est les titres que nous comptons. Et comme vous savez, malheureusement, avec la crise malienne, l'Institut est partagé entre la capitale Bamako et son siège qui est Tombouctou. Donc, à Tombouctou, nous avons ce que nous appelons les manuscrits rescapés, qui sont en nombre de 10 784. Et nous avons des manuscrits qui nous ont pu déplacer à Bamako lors de la crise pour les sauver, qui sont en nombre de 28 245. Concernant la conservation numérique, tous les manuscrits qui sont à Bamako sont déjà numérisés, bien vrai que c'est pas une haute résolution, mais quand même ça nous permet d'avoir un autre support permettant aux chercheurs d'y accéder sans toucher les manuscrits originaux. Mais nous avons encore repris pour faire une résolution et une numérisation des normes internationales. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 9000 manuscrits qui sont numérisés à Bamako. Concernant la conservation physique, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, tous nos manuscrits que nous détenons, que ce soit à Bamako ou à Tombouctou, ils sont tous conservés dans des boîtes de protection qui les protègent contre les termites, la poussière et les insectes. Concernant les catalogages, nous avons catalogué aujourd'hui 17 000 manuscrits, dont 9 000 quand même sont publiés par la Fondation Al-Furqan, entre autres,
1995 et 1998. Et nous avons aussi commencé en 2018 l'enseignement axé sur le manuscrit, que nous appelons DUT, Diplôme universitaire des technologies, qui concerne 3 filières, la codicologie, la numérisation et la conservation physique. Et nous avons 3 promotions qui viennent de sortir de cette formation. Concernant la recherche, nous avons une revue, normalement, puis malheureusement, jusqu'à présent, depuis sa première apparition en 1985 à nos jours, nous avons pu publier que 11 numéros qui sont disponibles. Mais concernant nos publications aussi, nous avons plus quand même de 12 publications qui concernent surtout les manuscrits. Et concernant la promotion des manuscrits, nous avons ce que nous appelons le prix Ahmed Baba. Prix Ahmed Baba en réalité pour encourager et inciter les chercheurs à travailler sur des manuscrits. Et normalement, c'est un prix annuel, mais vu les conditions financières, nous organisons ces prix chaque 2 ans. Et nous sommes aujourd'hui en 5e édition. Et aussi, il y a des expositions que nous faisons par-ci, par-là, pour faire connaître ces manuscrits. Et je vous ai dit, en 2012, la République du Mali a connu une grande crise qui continue malheureusement jusqu'à présent. Et cette crise a impacté sérieusement sur l'Institut. Cette crise a commencé le 29 mars 2012. On a occupé Kidal. 30 mars, on a occupé Gao. 1er avril, on a occupé Tombouctou. Donc, avec cette occupation, qu'est-ce qui s'est passé? L'Institut a perdu 4203 manuscrits. Nous, des personnels, après l'occupation, nous sommes éparpillés par-ci, par-là. Certains sont partis à Bamako, d'autres sont partis ailleurs. L'Institut a 3 locaux. L'un d'eux est carrément détruit. Vous allez le voir, l'image que je vais vous montrer. Et aussi les équipements volés pendant cette crise. Et en réalité, l'Institut est en train de subir jusqu'à présent les séquelles de cette crise, malheureusement. Donc, ça, c'est les manuscrits rescapés qui étaient heureusement dans les dépôts. On les avait bien organisés. On dirait qu'on savait que cette crise allait venir, mais heureusement, qui n'étaient pas du tout touchés, malgré que les bandits siégeaient dans le bâtiment, parce qu'ils cherchaient des endroits climatisés. Alors, ces bâtiments étaient très bien climatisés, étaient très bien faits. Donc, ils $487. Donc, voici les manuscrits qu'ils ont pris pour détruire. Ça, c'est l'un d'eux qui était à l'Institut à l'époque. Et comme vous voyez, c'est des boîtes de conservation. Les manuscrits sont dedans. Ils ont pris ça pour brûler et voler. Voici l'échantillon. Ça, c'était en 2013. Après la libération, on était venu pour évaluer les dégâts. Vous me voyez un peu à gauche, c'est ma photo comme ça. Donc, voici les échantillons. Et comme je dis, on avait 3 bâtiments. Ces bâtiments étaient construits pour nous par la Libye. Et avant même la réception officielle, il y a eu ce problème. Donc, pour libérer Tombouctou, vous savez, la France aussi a contribué. Il y avait Force Serval, force française, qui a détruit ces bâtiments en cas pour dire qu'il y avait des bandits qui gardaient des munitions dans ces bâtiments. Donc, malheureusement, on a perdu quand même ces bâtiments jusqu'à aujourd'hui. Et voici quand même quelques informations relatives à l'Institut Ahmed Baba. Mais concernant les bibliothèques familiales et les bibliothèques privées, elles sont nombreuses. Vous savez, en 2010, juste avant la crise, on avait un projet qu'on appelait Mali 15. On visait à avoir 100 000 manuscrits, c'est-à-dire répertorier 100 000 manuscrits. Nous avons travaillé dans la ville de Tombouctou sur 22 bibliothèques et dans la région 10 bibliothèques, c'est-à-dire nous avons travaillé sur 32 bibliothèques. Et vraiment, ce travail quand même nous a permis
d'avoir ce que nous cherchions, c'est-à-dire 100 000 manuscrits, cataloguer aussi 10 000 manuscrits et numériser en même temps 10 000 manuscrits. Donc, pour les bibliothèques familiales, elles existent, elles continuent. Et aussi, il y a beaucoup de ces bibliothécaires qui sont associés pour créer une association au début qu'on appelle Association Tombouctou pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits, pour la défense de la culture islamique, Savama DCI. Mais au fil du temps, cette association est devenue une ONG qui regroupe plusieurs bibliothèques privées. Donc, cette ONG aussi travaille comme le Canada à sauvegarder, à restaurer ces manuscrits que nous avons. Monsieur Diagaïté, nous ne vous entendons plus. Et voilà. Nous vous voyons, monsieur Diagaïté. J'espère que vous avez pu tout capter quand même. Hein? Vous m'entendez? Nous vous réentendons. Allez-y. J'ai fini ma présentation, ça veut dire vous. Monsieur Diagaïté, nous allons suspendre. Vous serez le bienvenu à tout moment. Très bien. Bon, nous sommes désolés. Il semble techniquement que le problème réside à Tombouctou, où la connexion est extrêmement difficile. Bon, mais je crois que nous avons un aperçu sur ce que, du côté africain, est entrepris pour faire remonter la connaissance sur l'histoire de l'Afrique. Nous avons vu également les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles le travail est accompli et l'œuvre de destruction qui a lieu contre ces efforts considérables. Bon, donc, ceci est l'œuvre en cours. Nous voyons les difficultés dans lesquelles cette œuvre est réalisée. Je voudrais, en votre nom à tous, exprimer notre admiration aux efforts qui sont entrepris et dire que nous n'avons pas d'autre voie que celle de poursuivre. Monsieur Diagaïté, vous avez les félicitations de cette conférence. Et si vous pouviez à un moment donné intervenir, vous serez le bienvenu. Donc, chers amis, le temps maintenant est venu pour la discussion. Nous avons, selon le projet d'ordre du jour, une demi-heure de discussion. La parole et la discussion sont à vous.
Je vais enregistrer les intervenants. Si elle est là. Vous êtes le premier. C'est abouti. Si. Ça. Oui. Donc nous allons commencer avec ces trois demandes de prise de parole. C'est débat. D'abord, je me présente. Je suis professeur d'histoire. Je m'occupe de l'histoire de l'Afrique. J'étais à l'UNESCO justement par la suite dans l'équipe logistique avec M. Mokhtar-Ombo. Et l'idée réellement de cette histoire de l'Afrique est venue seulement à un moment où il y a une volonté d'indépendance politique. Et les conséquences qui ont eu lieu à l'UNESCO contre cette volonté d'écrire l'histoire de l'Afrique a été très importante et même menaçante pour toute l'UNESCO. Je sais juste que je me présente, je suis professeur d'histoire. J'enseigne actuellement l'histoire politique de l'Afrique du XXe siècle, le panafricanisme en particulier, dans le département du droit africain à la faculté des sciences juridiques et politiques en Tunisie. Le département est dirigé par notre collègue Madame Guediche, qui est présidente de la commission du droit comparé à l'Union africaine. Donc, nous sommes dans ce cadre de réécrire un peu, d'abord, réécrire les conditions, les sources de l'histoire de l'Afrique. J'ai publié quelques articles sur le panafricanisme, sur le syndicalisme africain et sur les routes trans-sahariennes, notamment un article sur le Kérouan-Tombouctou. Bon. Et nous aimerions bien, demande à notre cher ami, le président de cette honorable institution, de faire partie du groupe Tunisie qui va continuer dans le cadre de ce projet. Ma question s'adresse à notre ami présent ici. Généralement, quand on travaille sur l'histoire de l'Afrique, on est confronté à un problème de la langue. Un problème, moi j'ai été confronté, même pour écrire l'histoire du syndicalisme africain, j'ai été dans un tourbillon, quelle langue, même les dénominations des organisations, même les structures de l'histoire des organisations diffèrent entre les langues locales, les francophones et les anglophones. Il y a tout un travail qui est difficile à normaliser au niveau des sources de l'histoire. Je crois personnellement, je crois que il faut ouvrir plusieurs routes pour toucher plusieurs sources qui sont différentes, réellement différentes. Et il faut peut-être faire une typologie de ces sources. C'est un travail nécessaire, faire une typologie de ces sources, soit à travers une chronologie historique, soit à travers une thématique, pour permettre en fait de canaliser un peu et faciliter les sources de l'histoire. C'est une autre question qui nous a été posée réellement quand on a publié, par exemple, l'histoire du panafricanisme. Moi, quand j'ai publié l'histoire de la panafricanisme, on a publié un ouvrage qui s'appelle L'Afrique indéfinie. Et moi-même, on a publié une publication qui s'appelle Les Cahiers d'Afrique. Elle n'a pas continué faute de moyens. Nous avons été toujours confrontés à ce problème de langue. C'est-à-dire qu'on finit toujours par
ne pas, en fait, exclure les anglophones, si on, ou exclure les francophones, ou exclure tout simplement des langues locales. Et on a été toujours oublié de travailler sur 3 langues. Par exemple, l'histoire du syndicalisme africain fait le même en arabe, en anglais et en français, de telle sorte qu'il soit en fait partagé par tous les lecteurs et les institutions africaines. Donc c'est une question importante qui s'est posée à nous dans les publications. Et je pense qu'il faut l'étudier à travers une typologie, à travers une chronologie, à travers des définitions, etc. Je laisse ces publications à la disposition de l'Académie et je vous remercie et je continue à espérer à faire partie de ce groupe qui sera une véritable, une grande initiative pour écrire l'histoire de l'Afrique. Merci. C'est nous qui vous remercions et l'Académie serait heureuse de recevoir les publications auxquelles vous avez contribué ou celles dont vous avez connaissance sur l'Afrique. C'est Abdelatif Othmani. Bonjour tout le monde, je me présente. Je m'appelle Abdelatif Othmani. Je suis chercheur multidisciplinaire et j'ai eu accès à des lectures approfondies sur l'Afrique. J'ai même publié 2 recueils, un recueil sur l'Afrique en 2017, en 2022, l'histoire de l'Afrique écrite sous forme poétique. L'Afrique, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. J'ouvre une toute petite parenthèse pour expliquer que nous vivons en Afrique, dans un continent, et on ignore son histoire. Le premier conférencier a évoqué tout à l'heure la question de l'étude de l'histoire sur la longue durée. C'est la raison pour laquelle je fais mon intervention sur ce point que je considère fondamental. On ne peut jamais évoquer la question historique sur un point qui détermine 2 ou 3 siècles. C'est sur la longue durée qu'on peut, à la limite, comprendre l'histoire, mais pas seulement. Il faut aussi comprendre que les historiens africains ont mis sur pied quelque chose de fondamental. Le premier qui a créé le premier État au monde, c'est l'État pharaonique. Et ce monsieur s'appelait Imhotep. C'était à l'époque un multidisciplinaire. C'est des choses, à ma connaissance, qui doivent être étudiées à l'université. Malheureusement, dans notre pays, ceci n'a pas eu lieu, ou pas encore. Et là, j'ai le regret de dire que ce que vous avez fait aujourd'hui est magnifique. J'en suis très fier. J'en suis très fier parce que vous mettez le doigt sur un continent qui a été oublié pendant des siècles et pourtant, c'est le berceau de l'humanité. Et là, mes amis, je crois que l'histoire étudiée sur la longue durée est quelque chose de fondamental. J'ai eu l'occasion, sans prétention, d'étudier cette histoire sur la longue durée, sur 200 000 ans d'histoire. Et là, c'est fondamental. C'est très important à comprendre. C'est très important à s'approfondir pour comprendre, parce que jamais, on ne peut jamais comprendre aujourd'hui sans avoir une idée précise du passé. Je vous remercie. Merci beaucoup aussi, Abdelatif. La parole est à Sissara. Je voulais offrir mes 2 livres pour l'Académie aussi. Merci infiniment. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Je me présente, Tahar Abou, Université d'Adrar, Algérie. J'ai une question pour Monsieur Sylvester, si vous permettez que je pose la question en anglais. Est-ce que c'est possible? Oui. Okay. So you talked about
the written tradition, and you said that it came with the missionaries, right? The written or The the missionaries, right? If we go back to the history of Timbuktu and the University of Sankore, Sidi Yahya, and the Jangari Mosque, the triangle of knowledge and science, we know that this existed far before the arrival of the missionaries. And there was a very important, let's say, revolution in science and knowledge. Many copyists, many scholars were writing manuscripts. And how can this be compatible with the arrival of the missionaries, which we know that they came by the late 15th century after the Portuguese explorations to the western coast of Africa? So if you can clarify this point, please. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Sinon, je donne la parole au conférencier pour répondre. Ah, Madame Chapoutot. Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord saluer Monsieur Jean-Luc Depape, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en novembre 2019 et à Paris. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cette rencontre, ne serait-ce qu'en visio. Je crois que c'est un projet qu'il faut absolument encourager. Mais moi, en tant que médiéviste, je voudrais aller au plus pressé, c'est-à-dire initier les chercheurs à cette langue ajami pour pénétrer en quelque sorte ce formidable fond des manuscrits de Tombouctou. Puisqu'il y a eu une écriture particulière, ce n'était pas une absence d'écriture, il faut redresser les choses et aller rapidement à l'essentiel et former. Ce ne sont pas les jeunes qui manquent, hein. Former des jeunes chercheurs sur cette langue ajami de manière à ce qu'on exporte tout cela. Il faut dire que je voudrais aussi en profiter pour rendre hommage à la mémoire de Baba Ibrahima Kake, guinéen, que j'ai connu à Paris quand j'étais étudiante et qui a fait beaucoup pour populariser l'histoire de l'Afrique avec ses publications. Et je crois que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour justement sortir un peu l'Afrique de l'ignorance de Monsieur Tout-le-Monde sur ce qui se passe dans les pays africains. J'ai fait une petite recherche pour voir ce qui avait été fait dans nos universités. Je veux parler en particulier du Moyen-Âge. Peu de choses en réalité. Deux thèses réalisées sous ma direction. La thèse d'un Tchadien qui a été malheureusement pour très peu de temps représentant de l'Alexo pour l'Afrique et qui est mort en 2003. Il avait demandé à faire une thèse sur les relations du Tchad avec justement le Maghreb, avec les pays du Maghreb. Et d'un Mauritanien qui a travaillé aussi sous ma direction, qui a fait une thèse. Vous savez que depuis très longtemps, les Mauritaniens envoient leurs étudiants dans nos universités et l'un d'eux a fait sa thèse avec moi sur les grandes villes historiques de Mauritanie.
Voilà ce que je voulais dire. Je veux saluer aussi Monsieur Delmas. J'ai l'impression qu'il ne va pas être présent là, lui aussi. Il va être seulement en visio. Vous lui transmettrez, s'il m'entend, toute mon amitié et mon bon souvenir. Merci, Monsieur le Président. Madame, merci. Je crois que nous pouvons avoir encore 5 à 10 minutes, si vous le souhaitez. Mais ce qui est clair, c'est qu'il apparaît dans cette salle que beaucoup plus de gens que nous ne le pensons s'intéressent à l'Afrique. Et que la chose qui manque, c'est la fédération de ces efforts. Et j'ai participé, excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai participé à un chapitre de l'histoire générale de l'Afrique. Très bien. Merci. Je crois que... Oui, allez-y. Oui, pour alimenter le débat tout en posant des questions, parce que je ne suis pas un africaniste, mais je voyais deux zones de direction dans lesquelles notre projet pouvait se situer. La première zone à laquelle je songeais, c'est le congrès des africanistes. Moi, je ne suis pas un africaniste, mais est-ce qu'il n'y a pas une défense et une promotion d'un projet comme celui-ci, les sources d'histoire africaine, à l'intérieur des structures d'un congrès qui est le congrès des africanistes et qui se réunit, je crois, assez régulièrement. Ça, c'est une question, hein, ce n'est pas une ce n'est pas une critique. Et ma seconde intervention porte sur un domaine aussi que nous connaissons tous, c'est la libération des éditions. Nous publions, mais il y a une grande souffrance d'accès aux publications, et notamment chez les chercheurs africains. Bien sûr, la technologie nous permet de nous passer désormais partiellement de l'écrit, mais il faut pour cela que les éditeurs responsables soient aussi suffisamment larges d'esprit pour permettre l'accès au savoir qui est réuni. Voilà deux questions que je voulais vous poser. Monsieur Novek, que vous pouvez éclairer un certain nombre de points qui ont été soulevés par la salle. Merci beaucoup pour la parole et pour toutes les questions. Je suis absolument d'accord avec Monsieur le Président. Il est fantastique de voir et d'entendre combien que les gens dans la salle s'intéressent à l'Afrique, à son histoire en général. Donc, pour répondre à vos questions ou à remarques, je commencerai par la question des langues que vous avez envisagée. Oui, c'est vrai, c'est un grand problème, c'est un grand défi. L'Afrique a plus de 2500 langues qui sont officiellement reconnues par des linguistes. Ça dépend quel linguiste, mais à peu près. Par exemple, seulement au Nigeria, nous avons à peu près 500 langues. Donc voilà, c'était un grand défi pour les historiens dont vous faites partie de cette génération. C'est enchanté de vous connaître et j'aimerais bien, après cette séance, de parler avec vous quand vous étiez vraiment dans les structures où cette nouvelle conception de l'histoire s'est née. Donc, il y avait vraiment un défi. Quelle langue utiliser pour produire la culture ou bien la production culturelle et historique en Afrique? Il y avait des langues africaines, mais il y avait un grand débat. Quelle langue africaine va représenter l'Afrique? On sait aujourd'hui que l'arabe est la langue la plus parlée en Afrique. Si on regarde l'Afrique subsaharienne, c'est le Swahili. Kiswahili. Et on peut continuer, il y a des statistiques. Donc, il n'est même pas clair, comme dans les pays comme Sénégal, quelle langue utiliser pour produire la culture et l'histoire, si c'est Wolof, si c'est Peul, si c'est français. Donc voilà, il y avait aussi cette question des langues coloniales, des anciennes puissances coloniales.
qui était cette question qui a été traitée par des historiens, mais même par des politiciens. À l'organisation de l'Union africaine, qui a été créée en 1963, a gardé des langues coloniales comme des langues de communication en ajoutant l'arabe et Kiswahili, encore plusieurs de langues, a lancé plusieurs projets de codification des langues. En ce qui concerne des langues pour des sources de l'histoire africaine, c'est vraiment un enjeu. C'est tellement de langues qu'on a en Afrique, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui les maîtrise tous. Donc, il est pourtant très important de trouver des langues de médiation qui nous facilitent. Et pour le moment, quand on travaille dans le cadre de l'Union académique internationale, où des langues de travail sont le français et l'anglais, on utilise ces deux langues pour mettre ou bien pour permettre les sources d'être accessibles aux chercheurs dans le monde entier. Et c'est aussi pour ça, pourquoi il est très important d'accueillir dans notre projet le plus grand nombre d'Africains possible. Par parler des langues africaines en Europe, c'est assez rare. Je suis vraiment heureux que nous avons M. Mohamed Diaguete, qui n'avait pas une occasion de se mieux présenter, car lui, il a étudié ici à Tunis. C'est un ancien doctorant de l'Université Zitouna. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien l'arabe, mais qui aussi maîtrise les langues du Sahel, de son région de Tombouctou. Donc, c'est très important pour notre projet d'avoir des chercheurs comme ça au bord. Mais comme j'avais envisagé dans ma présentation, il est très difficile de trouver des académies et des institutions, surtout en Afrique subsaharienne, pour la coopération. Jusqu'à présent, on avait des coopérations avec l'Université Cheikh Anta Diop à Dakar, mais depuis un moment, ils ont arrêté la communication pour des raisons qui nous sont inconnues. On a des bonnes relations au Niger, où M. Seyni Moumouni a également travaillé avec les sources Ajami, et il a donné un travail énorme. Il a publié plusieurs articles et livres. Ce que je regrette beaucoup, qu'on a du mal, par exemple, à accueillir ou bien trouver une collaboration en Éthiopie. J'ai essayé. Éthiopie, c'est un pays très important pour l'Afrique et pour le panafricanisme, comme vous avez envisagé. J'ai essayé de contacter l'Académie des sciences d'Éthiopie, mais sans succès. Pour le moment, on travaille, on évolue, donc on va voir comment ça va le passer. Donc, je répète pour résumer cette question, oui, je suis absolument d'accord qu'il faut trouver peut-être une nouvelle méthodologie d'approche langage, et je vois la solution dans le nombre plus grand de chercheurs africains dans notre projet. En ce qui concerne de la question de M. Arbou Tahar, je peux vous répondre en français ou oui? Merci. Peut-être on ne s'est pas bien compris. Je me rends compte et je sais très bien que les bibliothèques à Timbuktu, Djeno, ont utilisé l'écriture bien avant des arrivées des missionnaires chrétiens. Ce que je voulais parler, et je m'excuse si je ne me suis pas bien exprimé, je voulais souligner que l'Afrique, c'est un grand continent qu'il faut aussi régionaliser en tant que méthodologie pour la recherche de l'histoire africaine et que beaucoup de régions de l'Afrique tropicale et subsaharienne n'utilisaient pas l'écriture. Je ne voulais pas dire que toute l'Afrique n'utilisait pas l'écriture avant d'arriver des missionnaires. Pas toute l'Afrique subsaharienne. J'avais déjà dit dans ma présentation que l'islam qui a traversé Sahara, au Sahel et sur la côte Swahili, apportait aussi l'éducation et l'écriture arabe. Mais beaucoup de régions d'Afrique
n'avaient pas cette chance, je peux dire. Et la tradition historique était gardée par un système assez compliqué, complexe, mais un système assez effectif de la tradition orale. Et par exemple, comme on peut parler des royaumes africains comme Buganda ou Bunyoro, dans la région des Grands Lacs, là, même si ce n'était pas très très loin de la côte Swahili, les rois n'utilisaient pas l'écriture pour écrire leur histoire avant d'arriver les missionnaires chrétiens au 19e siècle. Donc voilà, c'est ça. OK? J'espère que vous me comprenez maintenant. Il y avait vraiment des grandes régions de l'Afrique qui n'utilisaient pas l'écriture dont on imagine maintenant, ou bien, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre question. Et pour finalement répondre à M. Jean-Luc Bepap sur la question de pousser le projet, par exemple, sur un autre niveau de congrès africaniste, oui, absolument, c'est aussi un grand défi que j'espère de pouvoir parler ici pendant les pauses ou bien après la conférence, de trouver les moyens comment faire notre projet plus effectif et de lui incorporer dans la collaboration internationale beaucoup plus large comme il est aujourd'hui. Et ma dernière remarque, c'est aussi à propos de l'Académie tunisienne. Cette discussion a montré l'importance de la participation des académies africaines dans notre projet. Cette participation est indispensable pour que le projet puisse évoluer. Et je suis sûr que l'Académie tunisienne va être un grand soutien, un grand appui, un nouveau pilier, je peux dire, de notre collaboration. Parce que le potentiel de l'Académie tunisienne, mais même des autres pays nord-africains, est énorme en ce qui concerne notre projet. Je suis devenu le co-directeur de ce projet en 2019. Donc, puis il y avait du Covid. Donc, on n'avait pas beaucoup encore de chance de vraiment commencer nos travaux. Et je suis absolument d'accord avec Monsieur Jean-Luc Bepap que les travaux prochains ou bien le futur prochain de notre projet est dépasser des limites de l'Union académique internationale et trouver des possibilités dans la collaboration avec d'autres institutions, d'autres associations. Il y a plusieurs projets qui traitent les sources pour l'histoire africaine. Et donc, voilà. J'espère que j'avais répondu aux vos questions. Bien, merci infiniment. Bon, mesdames et messieurs, on a une pause d'une demi-heure. Pour ceux qui le souhaitent,